Oui, c'est vrai, même jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en contact permanent. Je vais régulièrement 2 à 3 fois par an en Guadeloupe. En tout cas, je sillonne toute l'Amérique latine pour rencontrer nos frères. C'est vrai qu'en 2009, on avait fait un voyage officiel d'ailleurs avec le ministre Galiou Soglo sur le Brésil. Et là, j'ai compris que nous avons encore des choses à donner à l'humanité. Parce que quand vous observez, à première vue, hein, déjà à la sortie de l'aéroport, le respect qu'on voue à la tradition au Brésil, nous n'avons pas ça au Bénin. Quand on est sorti de l'aéroport, tous ceux que nous rencontrions se mettaient systématiquement à genoux pour nous saluer. Tout le monde. C'était le président Lula qui nous avait invités. On nous a conduits directement chez le président. Il était en audience avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne à l'époque. Quand il a dit que le Bobalao du Bénin et les Vaudounos sont venus, il a fait sortir Mahmoud Abbas. Ils n'ont pas fini l'entretien. Il l'a fait sortir, on l'a mis dans un jardin, là du café, et nous a d'abord reçus. Et ce n'est qu'après ça qu'on est retourné à nos hôtels. Et le respect, en tant que président de la République à l'époque, le respect qu'il a manifesté à notre endroit était surprenant. Mais quand on est rentré dans la ville, la manière dont les cultes de Vodou se font là-bas, je dis, nous avons encore du travail au Bénin. Ils ont catégorisé les divinités au Brésil. Vous ne verrez pas plusieurs divinités dans un temple. Ce temple, c'est pour Boko-Legba. Ils appellent ça Papa Legba. Vous verrez que les attributs de Legba. Et tous ceux qui sont là sont consacrés à Legba. Vous rentrez, vous pouvez avoir des temples alliés. Moins de 30 mètres, il y a un autre temple. Moins de 10 mètres, il y a un autre temple. Ça, c'est consacré à Segbolissa. Vous verrez les attributs de Segbolissa. Tout ce qui concerne Segbolissa dans ce temple. Les chants, les danses, les rituels uniques. Vous avez aussi les temples de Sakpata. Vous en avez pour Rebioso. Là-bas, ils appellent ça Tchango. Sakpata, c'est Chankpana. Ça, c'est un peu Yoruba. C'est Yoruba qui appelle le Sakpata Chankpana. Ils appellent le Rebioso Tchango. Ils en ont également pour Yemanja, pour la déesse océanique, ainsi de suite pour toutes les divinités. Et quand vous rentrez dans le temple, même si votre nourriture tombe, vous pouvez prendre et remanger. Très propre. Et la divinité est très propre. Mais ici, nous ne sommes pas encore à cette étape. Alors que nous avons ici la racine. Ils n'ont que les feuilles là-bas. Mais nous avons la racine ici. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau d'évolution matérielle au niveau par rapport aux divinités. Donc, je me suis dit, il y a un travail à faire. Mais le plus surprenant, on nous a fait visiter un immeuble de 14 étages. Construit, la base, ça fait 2000 mètres carrés. Évolué sur 14 niveaux. Personne n'habite l'immeuble. C'est un musée qui est construit à Salvador de Bahia. Et 99% des pièces qui sont dedans sont du Bénin. Les 1%, c'est du Nigeria. Et c'est là que j'ai vu le hassin originel, réalisé en argent massif du roi Glélé. J'en ai vu pour le roi Gézo. Et il y a des divinités Egungun qui datent de l'époque de Dosso Agadja. Parce que Dosso Agadja qui a fait venir Egungun au Bénin, au Dahomey. Des accoutrements d'Egungun qui datent de 1700 et qui sont exposés, protégés. Nous avons des accoutrements de Zangbetor qui datent de l'époque de Tofa, qui sont exposés là-bas. Nous avons des divinités entières. Il y a goût entièrement pris depuis sa racine. Des souchés qu'on a exposés. Il y a des sakpata qui sont exposés, des révolutions qui sont exposés. Réalisés avec la main authentique d'hier. Je me suis dit, est-ce que nous sommes encore maîtres de notre tradition? Et le jour-là, j'ai coulé les larmes. Et le ministre Gallo me disait, mais pourquoi? Je dis,
voilà ce que les autres font de notre tradition. Voilà tous les investissements qu'ils consentissent pour notre tradition à nous. Mais nous-mêmes là, nous consacrons combien pour notre tradition? Un. Deuxième chose, combien de Béninois sont fiers de leur tradition? Nous n'en sommes pas fiers. On a honte de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Mais les autres en sont fiers. Très fiers. Mais est-ce qu'il n'est pas temps qu'on change de paradigme par rapport à ça? Je voulais poser la question, mais malheureusement, vous savez, la christianisation et aussi à l'époque, la théocratisation de notre État en ce moment-là ne permettait pas de changer la donne. Et pire, c'est en marge de la rencontre, de ce voyage, j'ai mené d'autres recherches par rapport à des questions que j'avais sur la mère du roi Guézo, qui avait été déportée en 1797 et qui est revenue en 1818. Quand on l'a déportée, Adaros en avait vendu, Nagontime, elle est partie avec toute cette divinité. Et arrivée au Brésil, comme on savait que c'est la mère d'un prince et la femme d'un roi, donc la femme du roi Agonglo, on l'a en quelque sorte donné une place de choix. Elle n'a pas été esclavagisée. Et puis, elle a installé cette divinité en un seul lieu. Elle a fait un grand trou, elle a installé toutes les divinités là. Parce qu'elle n'avait pas assez d'espace. Et elle a baptisé le lieu Candomblé. Donc, quand elle est bien mis, donc le Bodon Charoufi. C'est devenu plus tard une religion qui couvre toute l'Amérique latine. Que ce soit, j'ai rencontré ça en Argentine, en Uruguay, en Paraguay, au Brésil, en Mexique, et jusqu'à la lisière même d'Haïti et de Guadeloupe. Cette religion est présente. Mais elle a fait 21 ans au Brésil quand elle a été rapatriée. La religion a continué. Là où elle a habité a été conservée et était baptisée la maison du Dahomey. Mais quand le régime de 2006 est venu, ils ont constaté ça, ils ont changé de nom et on l'a baptisée la maison du Bénin, à Bahia. Jusqu'à aujourd'hui, les Brésiliens continuent toujours de mettre une femme sur son trône. Le trône de Nagontime. Jusqu'à aujourd'hui, toujours une femme sur le trône de Nagontime. Et il faut avoir cette caractéristique, c'est-à-dire que être de peau claire, géante et mince. Donc, il faut avoir ces caractéristiques. Et toute femme qui a ces caractéristiques, quand une meurt, on met celle-là à sa place. Quand une meurt, on met celle-là. Jusqu'à aujourd'hui, Nagontime, son trône continue toujours d'être vénéré au Brésil, à Salvador de Bahia. Mais ici, combien de Dahoméens, combien de Béninois, combien de fonds reconnaissent encore la valeur de cette femme-là, la mère de Guézo Nagontime à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, combien de fonds reconnaissent encore cette place-là, cette valeur-là pour cette femme? Il n'y en a pas beaucoup. Elle est passée pratiquement dans l'oubliette. Mais il ne faut pas oublier que c'est cette femme-là qui a œuvré de loin pour que son fils accède au trône à l'âge de 24 ans. Guézo a pris le trône à l'âge de 24 ans. Et il a fait 40 et les mois 64 ans. C'est cette femme-là qui a été la cheville ouvrière aux côtés du jeune prince, du jeune roi à l'époque, pour gouverner réellement le Dahomey pendant 40 ans. Et c'est en son temps que Dahomey a connu son essor économique. Au temps de Guézo, Dahomey était le premier exportateur mondial de l'huile de palme. Dahomey était le premier exportateur mondial du gombo, des céréales, que ce soit le maïs, le mil à l'époque, ce qui a attiré l'appétit du Nigeria. Donc, aujourd'hui, il y a comme des femmes qui incarnent les valeurs de cette femme-là aux côtés des souverains ou aux côtés des présidents de la République aujourd'hui pour véritablement leur permettre d'amorcer un réel développement de notre nation. C'est très peu. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'on se réfère à notre histoire et à notre histoire vraie pour se baser sur ça et construire l'avenir.
L'idée du dauphin est venue suite à des recherches. Parce que, qui vous souviennent, à l'époque, en 2003, 2004 et 2005, il y avait une incertitude par rapport au départ du général Mathieu Kérékou. Et les dignitaires, certains dignitaires m'ont appelé pour dire, mais accordez-vous. À l'époque, on m'appelait accordez-vous. Accordez-vous, je dis, mais moi, je suis encore très jeune, c'est à vous de... Il dit, non, nous, il n'y a pas vous, nous. Il faut qu'on s'asseye pour voir, pour que notre pays ne sombre pas. Et on a fait une consultation à l'époque, et le phare nous retourne à l'histoire. Ok. Maintenant, si le phare nous retourne à l'histoire, nous sommes à quelle époque, précisément, par rapport à l'histoire? Et c'est là qu'on a compris qu'on était à une période transitoire. Et cette période transitoire nous avait conduit à l'ère du roi Adanosan, qui était un excellent roi, mais un roi très mal compris, parce que c'est un nationaliste. Et c'est lui qui a arrêté, qui nous a affranchis de la suzeraineté du Nigeria. Donc, c'est là qu'on a découvert son emblème. Mais je me suis dit, mais pourquoi on a enlevé son emblème des 12 rois? Et on l'a enlevé des 12 rois. Parce que son emblème, c'était un singe à gros ventre, qui avait la bouche pleine de céréales, les mains avec des épis de maïs et tout, qu'il avait envoyé au roi d'ailleurs pour dire qu'il a un gros ventre, un ventre bourré. Il en a suffisamment dans sa bouche, qu'il n'a même pas encore fini de digérer. Il en a encore dans sa main, il réclame encore Dahomey, que Dahomey n'a rien à lui apporter. Comment il a régné, comment il a pris le trône, on a commencé à mener les investigations. Et sa succession, comment ça s'est passé? Pour voir la succession de Mathieu Kérékou. C'est à ce moment-là qu'on est tombé sur une histoire très peu connue. Je dis bien très peu connue, même des Dahomey. Et à l'époque, on a découvert qu'en réalité, au moment où Adanosan avait vendu la mère de Guézo, pour sauver le jeune prince qui était déjà désigné par son père pour accéder au trône, Tometi a pris le jeune, Boitou Patinindo, Porto Seguro. Porto Seguro, c'est avant Baguida, avant la ville de Lomé. Boitou Patinindo a Boedranfo a fi, ba Savedo. Et la localité s'appelle Agbodranfo, jusqu'à aujourd'hui. Donc on est allé là-bas pour voir où est-ce qu'un prince béninois avait résidé. Les ruines sont toujours là. Et c'est pour protéger le jeune de la prédation de Agonglo, de Adanosan. Donc c'est de là qu'on a commencé. Maintenant, comment le jeune a évolué? Qui l'a aidé? En tant que jeune, sans expérience, qui l'avait aidé? Et c'est là qu'on est tombé sur Don Francisco Félix de Souza, qui était surnommé Tchacha. Puis sur Adjavon, qui était marchand d'âmes. Et à l'époque, c'est un Ghanéen qui s'est basé au Togo. Puis après, il est venu, c'est lui qui a fondé le premier quartier de Cotonou, qu'on appelle Guinkomela. C'est Adjavon qui a fondé ce premier quartier. Il était marchand d'âmes, il vendait les canons. Et à l'époque, c'était le plus riche de la côte. Ce sont eux qui l'ont, c'est Adjavon qui a fourni les canons. Don Francisco Félix de Souza a fourni les fusils. Le roi de Glidji a fourni les hommes et les fusils. Le roi de Glidji, c'est le beau-père de Don Francisco Félix de Souza. Et c'est ça qui a permis aux jeunes de mener la guerre contre Adanosan et de le renverser par un coup d'État pour accéder au trône. Et quand il a accédé au trône, il a pris le Tometi en question, il a nommé Nuku Wiwijima Djando Gezoton. Nous avons Tometi qui a nommé Djangwai. C'est-à-dire que l'œil de Guézo parmi la population, c'est une sorte de médiateur de la République. C'est Guézo qui a inventé ce poste-là de médiateur de la République. C'est lui qui a inventé ça. Et après, il a pris une fille de Don Francisco Félix de Souza, Tassia Wangoglo, et il s'est marié avec lui. Mais il s'est marié avec lui à l'église.
Parce qu'il a été évangélisé par le pasteur Thomas Freeman, qui était un Britannique, qui l'a évangélisé. Et après le pasteur Thomas Freeman, qui a été tué après au Nigeria, parce qu'avec les histoires de piratage maritime là. Exactement, il a été tué là-bas. Et Guézo s'est retourné maintenant vers l'église catholique. Et les prêtres ont commencé par l'évangéliser. Jusqu'à ce que les prêtres l'ont encore baptisé. Et on l'invite souvent à venir à leur église. Il a dit, ben, lui il va marcher là pour venir jusqu'à leur église là-bas. Mais qu'on lui construise une église à côté du palais. Et quand il sort du palais, il va rentrer dans l'église. Et on a construit l'église à côté du palais du Grand Guézo. Et il a donné son nom à l'église. Le nom, c'est Joseph. Quand Guézo s'est baptisé, il a pris le nom de Joseph. Il y a 2 rois qui sont baptisés à l'église catholique. Il y a Guézo, il y a Béhanzin. Béhanzin a pris le nom de Alexandre. Guézo a pris le nom de Joseph. Il a donné le nom à l'église. Jusqu'à aujourd'hui, l'église porte le nom Saint-Joseph, à côté de son palais. Et c'est là on a compris que si quelqu'un doit succéder au général Mathieu Kérékou, en suivant l'histoire, il doit venir de l'Ouest. Il doit être quelqu'un très ancré dans les réalités exogènes, donc dans le christianisme, mais qui doit avoir une ramification avec la famille de Souza. Donc, on a posé ces 3 hypothèses. On dit, bon, ok. Qui concorde avec ces 3 hypothèses? Parmi les candidats. Et ce n'est que plus tard qu'on a découvert qu'en réalité, c'était Boni Yahi. Mais comment Boni Yahi va passer son règne en tenant compte du règne de Guézo? Qu'est-ce que Guézo a fait? Premièrement, quand il a pris le trône, d'abord il a fait l'audit de la case du trésor. On a découvert que 200 coris, parce que tout le royaume a été pillé. Et on a découvert plus tard, quand Yahi Boni est venu, il a fait l'audit de la caisse de l'État. On a découvert que 200 millions dans les caisses de l'État. Et après, Guézo a appelé à Djako pour lui dire, je veux savoir combien d'hommes contre mon royaume, pour voir comment je vais prendre parmi eux pour réorganiser l'armée, et surtout l'armée dahoméenne et l'armée féminine. Parce qu'il faut se rappeler, la toute première armée féminine au monde a été créée au Dahomey. C'était les Amazones. En 1708 par Tassi Rangwe. La première fois quand la femme a porté pantalon au monde, c'est au Dahomey. En 1708, les Amazones là. C'est les premières femmes qui ont porté pantalon au monde. Donc, ce n'est pas les Blancs qui nous ont évangélisés et qui nous ont civilisés. Et on a compris que, juste après son arrivée, Yahi Boni a fait appel à Djako. Encore. Pour faire le recensement à l'époque, le découpage territorial, tel que Guézo l'avait fait, Djako a fait le découpage territorial. Même s'il a eu du mal à l'appliquer. Donc, le découpage aujourd'hui que nous avons, les départements que nous avons et tout ça là, c'est à Djako qui l'avait fait. On a compris que Guézo a réorganisé, restitué l'armée dahoméenne et l'a professionnalisé. Puis, le régiment des femmes. La même chose, Yahi Boni a commencé par faire. Donc, c'est là qu'il a fait qu'on est bon. Si c'est comme ça, c'est que s'il fait trait pour trait tout ce que le roi Guézo a fait, Guézo a laissé le pouvoir à 64 ans. C'est que Yahi Boni va laisser le pouvoir à 64 ans. Il règne du sort, Yahi Boni a pris le pouvoir à 54 ans. Ce qui nous avait permis à l'époque d'affirmer avec certitude qu'il va faire 2 mandats. Depuis 2005. Qu'il fera 2 mandats. Et effectivement, il a fait les 2 mandats, il a laissé le pouvoir à 64 ans. Guézo a été le roi qui a été empoisonné. Guézo est mort empoisonné. Par Pénou. C'est ça qui a fait qu'à l'époque, on attirait déjà l'attention qu'il y aura un problème d'empoisonnement qui va accabler le président Boni Yahi, le pouvoir en ce moment-là. Mais malheureusement, pour Guézo, et heureusement pour Boni Yahi, il s'en est sorti en griffe, mais Guézo ne s'en était pas sorti. Guézo en était mort. À Agoni, Zanyando. Il a été empoisonné à Périkpo. Avant qu'il ne quitte Périkpo pour venir ici, à Zanyando, là où il y a la sous-préfecture, c'est là que Guézo est décédé. Et il y avait une substance qu'on appelait à l'époque Alan. C'est une substance qui est maîtrisée uniquement par les gens d'Agoni. C'est leur spécialité. Donc, c'est ça qui a fait qu'on m'a dit, mais nous sommes dit, mais avec quoi Guézo a pu diriger
la dynastie pendant 40 ans. On a compris qu'il avait pour socle le Fa. Et à l'époque, qui était son Bokono? On a découvert que c'est Nungodokwe. Et après, Olo. Olo, c'est une famille de Bokono. Ils étaient 4 à servir la dynastie. Il y avait Djissa, après il y a eu Nungodokwe, après il y a eu Olo, et après il y a eu Gedegbe. Gedegbe a servi Glélé, Béranzin et Agolé Agbo. Et puis Aro, qui est resté à Sommet. Mais le Fa est venu comment? C'est là qu'on commence à mener les investigations. On a compris que le Fa est venu au Bénin un 15 novembre 1715, précisément à Kanatota. Parce qu'en ce moment-là, il y a eu insurrection. Et le roi a été contraint de quitter le royaume. Et il est venu se réfugier à Kanatota. Donc, il cherchait un pouvoir pour pacifier le royaume et retourner prendre son trône. C'est là qu'il a envoyé à Vissou, son fils qui est devenu plus tard Tébessou, au Nigeria. Et le roi de Yol lui a remis Adebeolo, qui est un Nigérian. Le premier Bokono au Bénin, c'était un Nigérian. Et le Nigérian est venu. À l'époque, il y avait déjà 3 ans de sécheresse au Dahomey. Il est venu à Kanatota. Ils ont fait la consultation du Fa. Le tout premier signe, c'était le signe Toula Bogli. Celui qui allait déposer les sacrifices de Khebioso est ramené au palais par la pluie. Le roi dit, mais quand même, 3 ans de pluie, tu viens, tu fais les trucs de Carlin et tout, et puis la pluie revient. Celui-là, il est venu me vendre la pluie. Et il a surnommé Djissa. Et le jour-là, le roi dit, désormais, chaque année, là, ce truc-là, nous allons le faire. Nous allons le faire chaque année. Ce qui fait que chaque année, on consulte le Fa pour le pays. Et c'était surnommé à l'époque Tofa. Et le royaume a été pacifié. Le roi est retourné au palais à Abomey. Et Djissa lui a dit, nous voulons que chaque année, nous fassions ça, mais il faut que le roi lui-même se connaisse. Qu'il sache qui il est lui-même. Spirituellement. Donc, il lui faut faire l'initiation au Fa. Ah, c'est comme ça? Il dit oui. Bon, ok, on va le faire. Donc, ils lui ont fait l'initiation au Fa, mais à Nangofa, avec Badou. Et quand ils ont fait l'initiation, le roi a eu le signe Wolidola, qui disait Gleta Goho Mandazan Chobonomu. Et donc, nous blégués de mien d'autres, nous mettons Kouta, beaucoup de. C'est là qu'il a pris le bateau comme emblème. Tout soit Gaja. Et ça lui a permis de pacifier le royaume et de régner. Et il a fait sortir un décret royal pour imposer à tout souverain qui accède au trône de Ribadja, il doit faire l'initiation au Fa. Et c'est à partir de lui que Tegbessou aussi a été initié au Fa, a eu le signe Troupenka. Pengla a eu Betumila. Agonglo a eu Tchegouda. Gezo a eu l'osso Dende. D'ailleurs, c'est ça qu'il a permis de développer parmi Awil, parce que l'osso Dende disait nous avons dénié des mangbakwe, des qui en quoi, des liens en quoi, amiton en quoi. C'est là que lui n'a. C'est ça que lui, il n'a développé que le palmier à huile. Et Grélé a eu le signe Ablaonlin, Béanzin a eu le signe Aklanolin, et Agolé Agbo a eu le signe Dibli Yekou. Et c'est ça qui a permis de dire, mais si les rois avaient utilisé le Fa comme socle et ont imposé le Tofa qu'on a fait chaque année, de 1715, de 15 novembre 1715, en décembre 1899, parce que le dernier Tofa a été fait en décembre 1899. Le 14 février 1900, par l'arrêté 102, le roi français a mis fin à la dynastie. Donc, après, c'est fini. Donc, on nous dit, mais nous nous sommes dit, il faut alors réveiller cette cérémonie. Comment ça se faisait? On a commencé par prendre des dispositions. Jusqu'à ce qu'en 2006, nous avons mis en place un comité, un collège de Bokono, pour procéder à la résurgence de cet outil de développement qu'on a voulu mettre à la disposition des politiciens pour mieux être éclairés et mieux gérer notre nation. Donc, en fait, le Tofa,
c'est pas seulement, c'est pas pour le peuple, mais c'est pour orienter les dirigeants à mieux déceler par anticipation les zones d'ombre et à œuvrer pour à faire les choix judicieux. Donc c'est là le TOFA a repris. Donc c'est une vieille pratique que nous avons fait revenir. Et on a commencé depuis 2006. Nous avons déjà fait 12 éditions déjà. Et nous sommes en marche vers la 13e. Le signe qui apparaît en résumé par rapport à Goudabla, ma première préoccupation, c'est déjà de lancer un appel au haut commandement militaire. Et demander au haut commandement militaire de discipliner la troupe et de maîtriser la troupe. Parce qu'il y a un conflit armé qui nous guette, mais qui ne viendra pas de l'extérieur, qui viendra d'une implosion au sein de la troupe. Ce sont eux qui sont chargés de notre sécurité. Il ne faudrait pas qu'ils deviennent encore notre pire cauchemar. Également, il faudrait aussi, sur le thème principal, arrêter les conspirations et les coups bas. Et ça, c'est dans les deux sens. Il faut éviter que le peuple perçoive certaines actions comme des persécutions.